mare luccica l'astro d'argento, placido l'ordo, prospero il verso. Tous les soirées, en fait, dans plusieurs associations ont été thématiques. Et donc, on a abordé différents sujets, la question du saisonnier, la question de la littérature de migration, de la naturalisation, de droits politiques et tout ça. Donc, ce soir, on revient un peu à la source du cinéma. Et donc, l'idée, c'est de mettre un peu un miroir entre deux réalisateurs, parce qu'on va passer un film, qu'en fait, c'est un portrait sur Alvaro Bizzarri, qui est Bertrand Thébet, un réalisateur de la TSR, qui est ici avec nous aussi, avec grand plaisir. Et puis, c'est un portrait que lui, il a fait sur Alvaro Bizzarri. Et puis, Alvaro Bizzarri, il a fait aussi un film qui sort un peu de son parcours de regard sur la condition des immigrés italiennes et qui va vers les autres migrations. En fait, c'est un film sur la thématique de l'asile, mais c'est un film où il se met en jeu personnellement, avec ce jeu de miroir que vous allez voir. L'idée, c'est aussi de montrer des lieux qui sont traversés par la thématique de la migration. Et donc, c'est comme ça qu'avec Stéphane, on s'est connus, on a travaillé ensemble aussi. On a fait une merveilleuse expérience en tournant un film justement sur les émigrés italiennes qui s'interrogent sur la thématique du racisme, du nouveau racisme, donc du racisme des Italiens envers les nouveaux immigrés. Donc, c'était très intéressant. Donc, c'est comme ça, ici, c'est un lieu particulier. C'est une expérience, je crois, celui des Télé-Bourdonnais, assez intéressant. Et donc, c'est comme ça qu'on a choisi ce lieu pour une de nos projections. Ce soir, la diffusion du festival va être diffusée en direct dans tout le quartier. Ce qui fait que les téléspectateurs qui nous écoutent ou qui nous regardent pourront voir en même temps que vous les films que vous allez voir ce soir, si la technique le permet, et puis pourront aussi venir après témoigner, dire comment ils ont trouvé les films, donner leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensent et tout ça. Ils sont libres de venir quand ils veulent puisqu'ils n'habitent pas très loin. La zone de haute pression centrée sur les Alpes tiendra donc toutes ses promesses. Les températures toujours branchées sur l'été. Le thermomètre marquera jusqu'à 26 degrés en plaine et il faudra grimper à 4000 mètres pour trouver le 0 degré. Demain, toujours ensoleillé, très chaud. Vendredi, quelques passages nuageux. Les demandes d'asile en chute libre de janvier à fin août. Seuls 13 000 dossiers ont été déposés, soit moitié moins que sur la même période l'an dernier. Et au total, 3,7% seulement des demandes finissent par être acceptées. Enfin, cette année, plus d'un tiers des requérants est originaire de l'ex-Yougoslavie. Des chiffres donnés hier à Berne par Peter Arbenz, des chiffres qui méritent un commentaire. Pascal Descaillets. Comme en code d'une équation, Peter Arbenz nous a débité hier une série de chiffres. Derrière les chiffres, il y a des hommes et des femmes qui souffrent. D'abord, c'est 55% de diminution des demandes par rapport à la même période de l'an dernier. La Suisse Eldorado du réfugié économique, c'est fini. Et puis la Suisse a serré la vis. La nouvelle procédure est plus sévère, elle est surtout beaucoup plus rapide. Deuxième chiffre, 3,7% des demandes finissent par être acceptées. Qui parlera encore de paradis du réfugié? On ne fait pas de paradis avec 96,3% de damnés. Monsieur Kittik, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la Roumanie, votre pays, pour venir demander l'asile politique en Suisse? Tout simplement le fait qu'on a été lié en attentat à la vie de mon fils. Voilà. Et cet attentat est à la suite de mon activité politique. Paul Cornel Kittik, dans son pays, était journaliste, membre actif de l'Association des journalistes de Roumanie et écrivain de pièces de théâtre. Sa femme, Rodica, était professeure de langue roumaine dans une école à Bucarest.
Leur fils Daniel, 13 ans, fréquentait une classe préparatoire au gymnase. M. Chitić, pour ses articles critiques envers le régime post-Ceausescu, s'est attiré la haine de ses adversaires politiques au point d'en vouloir à la vie de son fils. Après les différents reportages des médias, dont il ne reste dans nos mémoires que des images sinistres, la Roumanie a été en grande partie délaissée, oubliée. La belle image d'un soulèvement réussi n'est qu'une apparence puisque le gouvernement est resté en grande partie tel quel. Depuis une année, la famille Chitić se trouve en Suisse où elle a demandé l'asile politique. Une caravane mise à disposition par les autorités et située dans un village à 15 km de Bienne leur tient lieu de domicile. Malgré tout, leur fils Daniel a été très rapidement capable de fréquenter l'école secondaire française de Bienne. Le plus grand désir du couple serait de trouver une occupation de n'importe quel genre. Mon fils avec le chien se baladait. Voilà une voiture qui vient très vite, qui montre le trottoir et qui marche vers mon fils en vitesse. Ma femme a crié, attention, qu'est-ce que tu fais là? Mon fils a réussi à reculer. Il y a une petite porte vers la maison d'édition, le site de la maison d'édition. Les portes de la voiture étaient en même temps, en marche, en pleine marche. On peut ouvrir pour frapper mon fils, qui a échappé. Et puis, on a cela, un coup de fil. Ma femme a parlé avec quelqu'un qui lui a dit attention, votre fils va mourir. Prochaine occasion, excusez-moi, ma femme a dit voilà, ça c'est info, c'est pas possible. La vie de notre fils est en péril. Il faut tout de suite quitter le pays. Mais comme tous les pays en l'Est qui simulent la démocratie, tous les gens ont le droit d'avoir le passeport. Et ça, c'est pas un problème. Donc vous aviez déjà participé au renversement du dictateur Ceausescu, oui, très activement, oui, bien sûr, en 90. Et puis vous n'avez pas pu demander de l'aide à des autres mouvements, des autres partis politiques, de la protection donc. En Roumanie. Mais en tant que même les partis d'opposition sont en péril, sont menacés, ont leur siège brûlé, dévasté. Qui est le parti politique qui peut assurer la protection? J'ai appris que des journalistes sont frappés, sont terrassés, sont menacés. Mais bon, aujourd'hui, vous savez, pour l'Occident, semble que vraiment à l'Est, on a produit un changement, mais ce n'est pas vrai ça. Malheureusement pour nous, pour tous les millions, dizaines de millions de gens qui habitent là. Donc vous dites rien n'a changé, les conditions de vie pour le peuple roumain. Seulement le maquillage. Le maquillage. Oh, oui, c'est vrai. Et évidemment les outils, les ustensiles pour convaincre l'Occident. Voilà. Donc vous avez pensé que pour mettre en sûreté votre famille, le mieux était de partir et de demander l'asile politique à un pays. Vous avez choisi la Suisse, pourquoi? Pour première motivation de ce choix était que la Roumanie, entre les deux guerres mondiales, a acquis
30 000 de Suisses qui ont quitté la Suisse pour vivre mieux à notre pays. Parmi ces pays, voilà la Roumanie. Le deuxième motif, c'est qu'ici, en Suisse, il n'existe une parti communiste très fort. Ici, j'ai cru que la Suisse, c'est une sorte de capitale de l'Europe. Parce que voilà, la Genève a beaucoup d'institutions internationales, ONU, UNESCO, etc. Bon, donc voilà pourquoi. Et en même temps, parce que la Suisse semble un petit empire dans laquelle beaucoup de cultures, 4 cultures, sont ensemble. Il fait une conglomérat qui a une sorte d'unité très particulière. Et puis voilà, je peux lire la langue française, j'espère de pouvoir parler la langue française, qui est comme la langue italienne, qui a la même racine, la langue romaine avec la langue française. Combien de temps ça fait que vous êtes ici, que vous habitez dans cette rue-là? Combien de temps? Il y a 6 mois. Il y a 6 mois que vous êtes Ah ici? oui, voilà. À cet endroit. À cet endroit. Comment se déroule, promiscuité. comment se déroulent vos journées? Comment vous passez vos journées? Ah. Mon fils va à l'école. Il est déjà sauvé de ce point de vue. Mais ma femme fait le ménage, fait bouillir la marmite. Moi, je me donne de la peine de trouver une utilité, de l'inutilité de ma vie. Comment est-ce que vous voyez votre avenir? Je renonce d'avoir de l'avenir. Je préfère vivre chaque jour. Je renonce à voir même le lendemain. Je préfère vivre chaque jour, séparément. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je peux faire ça, et ça, et ça, et ça. Ça, c'est tout. C'est une sorte de défense contre un avenir qui peut être pas du tout plein de bienveillance moderne. Si vous n'arrivez pas à obtenir l'asile politique, qu'est-ce que vous comptez faire? Je ne sais rien. Ça, c'est la réponse. Il faut choisir entre ma vie et la vie de mon fils. Si vous étiez de moi, que faisiez-vous? Voilà. C'était un dimanche de carnaval. Depuis peu, la nuit était tombée sur la ville de Bienne et ses habitants. Les carrousels voltigeaient et étincelaient de leur lumière pour le plaisir des grands et des petits. C'était la fête. Subitement, à quelques pas de là, la haine raciste déploie ses tentacules, semant la violence, la terreur et la mort.
Le bilan de cette agression s'élève à 1 mort, un réfugié pakistanais de 27 ans, 2 blessés graves, 5 appartements complètement détruits et 13 personnes sans domicile. Ce n'est que le hasard qui a fait qu'au moment de l'incendie, de nombreux habitants de l'immeuble étaient absents. Nous sommes ici au lieu de l'acte criminel où il y a eu 1 mort et 3 blessés. C'est tout particulièrement le lieu où nous pouvons nous solidariser avec toutes les victimes de cet attentat. Je pense également aux Suisses qui ont pu se sauver de cette maison brûlante, mais qui ont malgré tout perdu tout ce qu'ils avaient. Ce lieu a pour moi aussi un aspect symbolique. Je constate que c'était tous des gens défavorisés de notre société qui vivaient dans cette maison. Quand je pense, en tant qu'assistant social, je le pense surtout, que nous avons toujours moins d'argent pour les défavorisés dans ce pays très riche, nous ne devons pas nous étonner si la violence augmente parmi les défavorisés, mais également et surtout contre les défavorisés. Dans ce sens, ça ne brûle pas seulement à la rue Franche, mais partout dans ce monde où des gens sont victimes du pouvoir des riches. Maintenant, nous allons partir en direction de la place du Bourg jusqu'au conseil de ville. Et j'aimerais vous dire que la banderole de tête de manifestation se trouve à l'autre bout, là-bas, et qu'on pourra la suivre. Et il y a 4 personnes qui tiennent un drap, une banderole plutôt, au milieu de la route, au milieu de la manifestation, et on vous demande, ceux qui veulent bien mettre de l'argent pour payer le retour de la dépouille mortelle au Pakistan, de mettre de l'argent dans cette banderole. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien comprendre la position du municipal, qui est la suivante. Avant qu'il ait éclairci qu'il s'agissait d'un acte criminel, on ne peut pas prendre position. Il est inutile de chauffer les émotions avant qu'il soit vraiment éclairci qu'il y a eu un acte criminel. C'est clair que le conseil municipal déclare avec fermeté que chaque acte criminel contre d'une manière raciste ne peut pas être toléré à Bienne. On veut rester avec votre aide, une ville ouverte, une ville qui est tolérante vis-à-vis aussi des étrangers. C'est dans ce sens que je vous prie de comprendre la position du municipal de Bienne. Stavamo discutendo, parlando delle cose, stavamo bevendo un caffè. Nous étions 3 en train de discuter, buvant un café,
Moi, j'étais en visite. Io ho cominciato a sentire l'odore di bruciato, no? Un odore un po' strano di bruciato. Après environ une demi-heure, j'ai commencé à sentir l'odeur de brûlé, une odeur étrange de brûlé. J'ai proposé aux autres d'aller voir ce qu'il se passe. À peine ouvert la porte, une bouffée de fumée est entrée, une fumée toxique. On ne pouvait plus respirer. Alors, le premier a sauté par la fenêtre. Il est tombé sur la tête, il n'a plus repris connaissance. Maintenant, il est mort. Après, c'est le second qui a sauté, et moi j'ai sauté en dernier. J'ai sauté parce que, quand je me suis retourné, j'ai vu que les flammes étaient tout près de moi. Alors je me suis suspendu avec les deux bras au bord de la fenêtre. Je me suis concentré pour tomber sur les pieds et ne pas me taper la tête ou une autre partie vitale. Maintenant, j'ai une main brûlée au 2e degré. Le talon complètement écrasé parce que je suis tombé avec tout mon poids sur cette partie du corps. Je ne pensais pas pouvoir me sauver la vie. Ou je brûlais vif, ou je sautais. Lei è il padre di Andrea. Che idea si fa di questo incendio? Vous êtes le père d'Andrea. Qu'est-ce que vous pensez de l'incendie de cette maison? Je n'aurais jamais cru qu'en Suisse de telles choses puissent arriver. J'ai toujours vu la Suisse comme un pays ordonné, un pays avec une loi toujours prête à intervenir, avec de l'ordre. À voir ces choses-là, je ne sais plus qu'en penser. Je ne peux pas m'imaginer que c'était un accident. C'était quelqu'un qui savait comment faire les choses, qui savait comment incendier une maison. Donc je n'ai pas la possibilité d'acheter son abonnement pour le train et pour le bus. Donc à l'avis de mademoiselle qui travaille ici, mon fils, soit il faudrait aller à pied jusqu'à Bienne. Quelques mois se sont écoulés depuis notre première visite à la famille Kittik. Ce jeudi matin, jour fixé par les autorités pour le paiement hebdomadaire de l'indemnité, nous avons décidé d'accompagner M. Kittik afin de connaître en termes économiques le montant des coûts occasionnés par leur séjour dans notre pays. Malheureusement, et ce n'est pas la première fois, un simple mot, geschlossen, indique à M. Kittik que la famille devra vivre de ses économies jusqu'au jeudi suivant ou, ce qui est plus vraisemblable, se serrer la ceinture en attendant. Il fallait acheter quelque chose comme une nourriture. Évidemment, en supposant que moi et ma femme, on pourrait vivre d'amour, mon fils, il faut toujours manger quelque chose. Mais c'est pas possible ça. Madame Kittik, comment passez-vous vos journées? Toutes mes journées sont des journées très tristes.
parce que je vis dans une solitude totale, je n'ai pas de contact avec de voisins, je n'ai pas de travail. Je suis habituée à travailler. En Roumanie, j'ai travaillé 23 années. Ici, c'est une sorte de prison. C'est triste parce que mes voisins ils parlent la langue allemande. Et vous avez des contacts avec vos voisins? Non. Ils sont très réservés. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. Un seul voisin qui parle la langue française, il est aimable, mais autres voisins refusent d'entrer en contact avec nous. En Roumanie, vous travaillez. Qu'est-ce que vous faisiez? En Roumanie, j'ai été professeur de langue roumaine. Et puis ici, vous avez essayé de pouvoir travailler un peu, de trouver quelque chose, oui? Ici, je peux travailler n'importe où, n'importe quoi. Je cherche de travail dans la commune et puis je cherche de travail aussi en bien. Je n'ai trouvé plus de travail. Vous n'avez rien trouvé donc? Rien. La commune m'a dit que ici c'est une commune très petite avec de graves problèmes de travail. Et pour moi, n'existe pas la possibilité d'engager. Aussi pour mon mari, c'est un problème très grave parce que ni mon épouse n'a pas de travail. Nous avons un enfant qui est à l'école. C'est dur de porter un enfant à l'école sans argent, c'est très dur. Monsieur Kittik, qu'est-ce que vous écrivez là? Un petit article sur la situation politique de Roumanie. Parce que en quelques mois, il y aura lieu les élections nationales. Donc j'essaie de faire une sorte de petit raccourci sur le plan politique, sur le paysage politique de Roumanie. Combien de partis il y en a, qui est la trajectoire possible, une sorte de petite évaluation de la situation politique de Roumanie. Bien, vous pensez de pouvoir le publier, cet article? Évidemment, peut-être dans un journal à Berne, ou peut-être en Suisse romande. Bonjour. Merci, pareillement. Au revoir.
Excusez, je vais vous demander, vous avez payé combien? Je vous dis rien. Comment? Je vous dis rien. Vous pouvez rien dire? Non. Ah. Pourquoi? Je ne veux pas donner une interview. Bon, c'est tout à fait simple alors. Seulement une petite question. C'est seulement filmé, Oui. mais je dis rien. Mais alors, une question qui vous concerne peut-être directement. Moi, j'étais là jeudi passé parce que je voulais faire cette prise de vue jeudi passé et puis c'était fermé. N'est-ce pas? Et puis M. Kittik, il ne savait rien qui était fermé. Donc, ça lui a comporté de rester donc, plusieurs jours sans l'argent pour pouvoir acheter, même le manger, j'entends. C'est pas votre problème. Hein? Ah non, c'est pas mon problème, c'est le problème peut-être de tout le monde. Parce que je suis un cinéaste, j'ai fait un film sur ce problème. Je dis rien. Monsieur Kittik, vous avez reçu la lettre d'expulsion de la Suisse pour le 31 mai. Qu'est-ce que c'est votre réaction maintenant? Après 14 mois, après 15 mois de, comment s'appelle ça, on pourrait dire peut-être séjour en Suisse, en tant que bagnard de la démocratie autochtone de la Suisse, j'ai le droit, j'ai la possibilité de dire quelque chose sur l'attitude envers les réfugiés politiques qui sont venus en Suisse. Envers nous, par exemple, on a pratiqué des pressions psychologiques pour nous faire sentir coupables de tout ce que nous avons osé faire du point de vue politique en Roumanie. Ça, c'est pas tout à fait non normal. Mais de toute façon, ça, c'est pas tout à fait explicable. On peut accuser tous les gens qui s'occupent de cette chose, mais je pense qu'il s'agit tout d'abord d'une vilaine hypocrisie envers les requérants d'asile qui sont acceptés seulement dans le cas que ces requérants désirent vivre ici en tant que nouveaux esclaves, des esclaves modernes. Mais dis-moi, un homme qui lutte pour la démocratie peut accepter une telle situation pour lui-même? C'est pas possible ça. Madame Kittik, qu'est-ce que c'est votre réaction? Je crois que la Suisse ne respecte pas les conventions d'asile de Helsinki. C'est une chose que j'ai déjà constatée avec beaucoup de hommes qui ont reçu la même réponse. Je ne parle pas de tous les gens qui entrent en Suisse et cherchent d'asile parce que n'est pas tous ces gens sont de vrais asylants politiques. Mais les bureaux fédéraux, je crois que c'est nécessaire de vérifier très bien un dossier parce que c'est possible que dans les moments quand nous rentrons dans la Roumanie, mais moi, mon mari et peut-être mon fils peuvent avoir de graves problèmes. Mais dis-moi, quelle réponse peut donner l'ambassadeur de Suisse quand quelqu'un peut demander pourquoi ces familles qui a encore des problèmes en Roumanie, problèmes politiques, n'a pas reçu asile dans votre pays. Je ne sais pas quelle réponse peut donner le monsieur ambassadeur, mais l'Office fédéral des réfugiés. Aujourd'hui, je suis
seulement déçu, écœuré, mais en même temps calme. J'ai contacté une maladie cardiaque sur les fonds nerveux à cause des peurs, parce que voilà, nous vivons dans ces conditions, mais ça c'est inadmissible. Ici, près de la forêt, chaque nuit, je ne peux pas dormir à cause de peur que quelqu'un peut jeter en petite cocktail molotov par exemple. Oui, mais oui, parce que voilà, en bien deux, trois maisons ont été brûlées. À Berne aussi, à Lausanne aussi. Quelle situation est un requérant politique? Mais peut-être un requérant économique, que sont des Tamils, sont d'autres nationalités. Peut-être sont requérants économiques, mais sont des hommes, des gens aussi. Les comportements des Suisses face de gens qui cherchent ici asile, et je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que tu penses, toi, si tu dois quitter la Suisse maintenant, avant de terminer l'année scolaire? Qu'est-ce que ça te donne comme difficulté après? En tout cas, c'est beaucoup plus difficile après. Parce qu'en Roumanie, une fois entré là-bas, je dois supporter encore des examens et puis ça sera beaucoup plus difficile. En tout cas, il y a une grande différence entre ici et là-bas, entre les matières, donc il y a un grand écart. Et puis d'avoir des examens maintenant dans cette période, après une longue absence des cours de là-bas, ça sera beaucoup plus difficile, peut-être même insupportable. C'est pour ça que je trouve que ça sera beaucoup mieux si je pourrais rester ici. En tout cas, encore un mois, quoi. Pas beaucoup, jusqu'à la fin de l'école, je pars. Afin d'éviter qu'il ne perde une année d'école et pour lui faciliter sa rentrée scolaire en Roumanie, nous avons envisagé, en tant que citoyens et contribuables dans ce pays, de faire une demande auprès des autorités compétentes afin de pouvoir garder Daniel chez nous pendant environ un mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année scolaire, et ceci, bien entendu, entièrement à notre charge. Alors il s'agit d'une lettre de la direction de la police des étrangers du canton de Berne adressée à M. Alvaro Bizzarri et Cathy Sigrist. Ils habitent à Bienne. Et puis ça concerne le cas de Kittik Paul Cornel. Alors, Madame, Monsieur, nous accusons réception de votre demande de report du délai de départ fixé au prénommé date du 10 avril 1992 et devons malheureusement vous informer qu'après un examen de nos actes et un entretien avec le contrôle des étrangers de Agniec, nous ne saurions être disposés à différer le délai en question au 4 juillet 1992. Tous les membres de la famille Kittik, y compris l'enfant Mircea Victor Daniel, ont à quitter impérativement notre sol jusqu'au 31 mai 1992. Regrettant de ne pouvoir vous apporter de meilleures informations, nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur, nos salutations distinguées. Voilà. Monsieur Kittik, qu'est-ce que vous en pensez de cette lettre? Déçu, désolé, bouleversé. Je pense que j'ai dit tout en regard de cette lettre. De toute façon, je regrette beaucoup que cette lettre frappe bien le destin de mon fils à propos de l'année scolaire. Justement,
Toi, Cathy, tu avais l'intention de garder Dani ici encore 4 semaines pour lui donner la possibilité de finir son année scolaire. Qu'est-ce que tu penses de cette réponse négative? Aussi moi je suis dégoûtée de cette réponse parce qu'on ne demande rien de la Confédération. On demande uniquement de pouvoir garder Dani en cours pendant 4 semaines afin de lui permettre de terminer son année scolaire. Je suis désolée aussi pour mon mari qui est derrière la caméra parce que c'est pour lui, je pense, c'est une grande déception. Ça fait une vingtaine d'années qu'avec ma caméra, je me bats contre les injustices, les discriminations, contre le racisme dont souvent sont victimes les étrangers en Suisse. Qu'ils soient des simples immigrés comme moi, des travailleurs saisonniers ou des demandeurs d'asile. Mais jamais je n'étais confronté à une telle fermeture d'esprit comme celle qui ressort de cette lettre. On n'a pas demandé la lune, mais un simple geste de bonne volonté, un peu d'humanité. Monsieur Kittik, il m'a raconté que lors de son premier interrogatoire de police, on lui a clairement dit que même si dans son pays c'était un journaliste ou un écrivain, ici en Suisse, en tant que demandeur d'asile, il est rien, moins que rien. Maintenant que nous avons reçu la réponse négative de pouvoir garder Daniel ces 4 semaines supplémentaires afin qu'il puisse terminer son année scolaire, ma femme et moi et toute l'équipe qui est en train de réaliser ce film, on se sent plus proche de la famille Kittik. On sent en quelque sorte qu'on a la même valeur, qu'on est sur le même plan que M. Kittik, qu'on n'est rien, moins que rien. Monsieur Kittik, c'est votre dernier jour en Suisse. Oui, c'est vrai. À part la valise, que vous emportez avec? Quelque chose. Quelques habits. Quelques objets. Mais les objets personnels. Un livre. Quelques exemplaires des journaux. Et le plus lourd bagage sont toutes mes pensées à propos de cette situation dont je m'arrive, je me trouve. Je suis citoyen européen quand même, mais après une année et demie de soi-disant séjour en Suisse, je me sens vraiment étrangère dans mon propre continent. Ça, c'est pas tout à fait bien. Je pensais au moment que j'entrais dans ce pays, que mon activité développée en Roumanie
a quelques importances pour les officiels. Et je constatais, et à cause de ça je suis plein d'amertume, que le simple fait que je suis européen est plutôt une barrière qu'une chance pour habiter dans un pays comme c'est ce pays. Dans cette partie de l'Europe dans laquelle nous vivons, dans cette Europe soi-disant libre et démocratique, mais toujours plus serrée par l'étau de l'égoïsme et où la solidarité se fait toujours plus rare, c'est devenu quasiment impossible, voire insurmontable, obtenir l'asile. En Suisse, ce sont surtout les églises qui s'interposent à cette course effrénée de l'expulsion des requérants d'asile qui sont venus chercher refuge et protection chez nous. En particulier dans le canton de Berne, certains pasteurs n'ont pas hésité à donner l'hospitalité à d'entières familles, s'attirant ainsi la colère du gouvernement et risquant de se mettre dans l'illégalité. C'est notre devoir comme chrétiens et comme Église que nous luttons que ces traditions humanitaires se gardent. Et je pense que ces tradition humanitaire est en danger pour des groupes politiques qui luttent très fort contre les étrangers et surtout contre les personnes qui cherchent asile ici en Suisse. Mais ce que vous faites de les garder ici dans l'église, c'est pas légal, n'est-ce pas? Oui, c'est pas légal selon la loi de Suisse. Mais je pense qu'il y a des situations très graves qu'on ne peut pas obéir à la loi, que la protection de la vie est plus importante que la loi. Je suis né en août 1942, mois d'août 1942.
je suis parti de chez moi, que j'avais tout juste 18 ans, le 31 octobre 1960. Tu parles maintenant du crucifix qui, un musulman, il a imposé d'enlever le crucifix dans l'école et puis un jour il a obéi, il a écouté. Mais là, l'Italie entière, il s'est révolté là. Et il vient quelqu'un qui habite, ça fait 12 ans en Italie, il impose au maître d'école d'enlever le crucifix parce que lui, il a ses enfants qui sont musulmans. Mais il y a eu des grands débats là en Italie sur cette histoire. Parce que les juges, ils n'avaient pas. C'est pas lui qui juge. C'est pas quelqu'un qui vient chez toi et puis te dit écoute, il faut déplacer telle et telle chose. C'est chez moi. Tu t'en vas si tu veux. Comme ici, moi, à Suisse. Je dois maintenir. Ça fait 43 ans que je n'ai pas le droit de vote. Mais j'aimerais voter, moi. Bon, je pourrais le faire si je veux. Mais c'est comme ça, sinon tu t'en vas. « 31 octobre 2003, 43 ans que je suis en Suisse. C'était vers 6h30, 7h le matin qu'on a commencé à partir de la maison avec mon père là. C'était des souvenirs inoubliables. E ça reste tel. Oggi sto tanto allegro che quasi quasi mi mettesse a chiagnere questa felicità. Ma io vero non è vero che sono tornato a Napoli, ma io vero che sto qua. Moi, je suis venu au milieu de la grande migration, des artisans qui sont venus en Suisse, les cordonniers, les cafetiers, les peintres à bâtiments, tous les bâtiments. La majeure partie, c'est des Italiens qui ont fait des grands travaux ici. Tu vois, l'artisanat, c'est tout l'Italien qui l'a amené là. La pizza, les cafés, les spaghetti, les pâtes, c'est tous les Italiens qui l'ont amené. Interruzione di corrente a sobrio, interruzione di corrente ad Ansonico dalle 13.30 alle 13.35 e dalle 15.30 Bon, quand j'arrive, je prépare l'atelier, j'allume le fer, je me le dis, c'est impérial, très nécessaire parce qu'on travaille avec ça, avec les dés. Systématiquement, il est toujours dans la poche, toujours. Et puis ça, c'est... On met les épingles, la pochette de travail, pour ne pas courir toujours derrière l'aiguille ou à l'épingle. C'est toute une petite organisation. C'est un métier très méticuleux. Mais on peut dire, je suis couturier, et puis tu travailles à la machine, et puis tu sais coudre à la machine. Je travaille à la couture, mais il y a 1000 choses à faire. Tu vois, j'ai avancé de 2 mm, là, regarde où il est tenu là. Mais maintenant, je mets l'aiguille ici, tac, et j'avance de 2 mm. Je suis presque tout le temps stagiaire, parce que les organisations qui sont près des jeunes, ils me téléphonent, est-ce que vous avez la place pour nous? Est-ce que vous aimeriez? Mais juste à présent, il n'y en a pas un qui était dessus. Oui, parce qu'il y a beaucoup de dialogue, il n'y a pas d'intérêt matériel. C'est très collineux, il y a beaucoup de plains, mais la majeure partie c'est des collines. Alors c'est assez aride, mais où il y a la verdure, on a plusieurs rivières, c'est très vert, c'est magnifique. Par contre, il y a des villages qui sont au bout des montagnes, c'est assez aride. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émigration. Mon village c'est un tout petit patelin, donc il y a pratiquement rien. Il y a juste un bar, il y a l'église de San Felice, qui c'est le patron de San Felice. C'est la seule chose qui il fait vivre les villages, c'est l'église. Je ne sais pas maintenant s'ils ont mis les noms du village d'après lui ou que je ne connais pas les passer dans le village. Ouais, voilà.
Là, il y a une très jolie prière, la prière pour San Felice, c'est O glorioso San Felice. Presago del futuro voleste rivelarvi maestro alle generazioni presenti, invogliandone al lavoro dei campi unica fonte di benessere sociale. Glorieux San Felice, que tu as fait des chants, ton chant de bataille. Il faisait venir beaucoup de prodiges dans les champs en faisant des croix sur les arbres. Et tous les environs, ils venaient très prospères. Dans ton du ciel, mette à nous une étincelle de charité et dit, en nous faisant être des laborieux, des citoyens travailleurs, honnêtes et bons citoyens. Ça, c'est une prière que nous, celui qui la lit, celui qui le fait, il le demande. Il dit, in cui anela il nostro cuore, ça veut dire, c'est ça qui nous désire notre cœur. Et il dit Amen. C'est très beau, hein? Très très joli. Puis quand ils font la fête, il y a beaucoup de folklore, ils mettent deux enfants comme des anges. Tu vois, ça reste imprégné dans ta mémoire. Alors c'est un petit village qui on est 300-400 personnes. Mais quand il y a la fête, c'est le 18 mai, les jours qu'il est né notre pape. C'est le même jour qu'il est né le pape, le 18 mai. Et lui, il est très dévoué à cette sang, le pape. Tu vois, et alors ça rapporte, ça fait discuter, c'est les hasards, c'est comme ça. Alors, quand il y a la fête d'Avellino, juste chez nous, il n'y a pas de place de parc. 4 km, c'est plein. Moi, je suis né par hasard le 10 août. Pourquoi je m'appelle Lorenzo? Parce que je suis né le jour de San Lorenzo. J'ai mis le nom de mon père parce que mon père, il chicanait ma femme, il disait, mais non, ça va être une fille. Parce qu'elle était petite, comme ça, il avait le petit ventre. Mais non, tu n'es pas capable de faire... Comme ça, il chicanait. Et moi, j'ai dit sur parole, parce qu'il y en a déjà deux qui s'appellent Leandro. Mes frères aussi sont Leandro. Alors lui, il a dit, je ne veux pas. Écoute, moi, pour t'embêter, j'ai dit, si vient un garçon, je te l'appellerai comme toi pour t'embêter. Il était tout fier. Tu imagines s'il n'était pas content. De toute petite enfance, quand on me questionnait, qu'est-ce que tu veux faire? Je me souviens que je disais, je veux devenir évêque. Parce que j'allais à l'église, j'avais vu, par exemple, que l'évêque, il était servi de toute manière. Alors moi, je rêvais d'être évêque. C'est le seul souhait que j'ai eu, jusqu'à quand après j'ai compris que je ne peux pas, on ne devient pas évêque comme ça. Mais les rêves, c'était ça. Après, c'était les hasards. Et la conduite principale, c'était toujours mon papa, qui l'a décidé un peu pour tous. Normalement, j'aurais dû rester à la maison. Entre maman et papa, ils se disaient, celui-là, on le garde avec nous, ou moi, celui-là, on le garde avec nous. Et ils m'ont suggéré de faire la coiffure, parce que c'est un métier de village. Là, le fait que j'ai appris la couture, c'est qu'un jour, ma soeur, ils ont décidé de se marier. Et mon papa, il avait du charisme, il avait du sens de persuasion. On a été chez... Il y avait le village à côté, il y avait 3 frères qui avaient des ateliers de couture. Eux, ils étaient des artisans, il manquait par exemple des noix, des farines, des choses, ou bien une bonne bouffée de viande, ou bien une bonne... C'était des artisans, ils n'avaient pas l'abondance que nous avions à la maison. Parce que chez nous, il y avait de l'abondance, produit maison, tu vois. Et là, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu prends de ton équipe, une partie de ton équipe, et puis tu viens chez moi. C'était apporter la machine à coudre, et puis les faire à repasser. Et les tables, tout ça, ils étaient chez moi. Alors ils se sont mis d'accord, ils ont dit, écoute, je viens faire une semaine, je vais faire des habits chez toi. D'accord. Ils sont venus chez moi, chez nous, donc chez mon père. Et là, moi, j'étais curieux. J'ai regardé qu'est-ce qu'il faisait. Chacun, il a choisi son petit complet. C'était le mois de décembre. Il y avait des petits manteaux. On a fait un peu une très belle garde-robe. Et c'était les premiers complets qu'on a eu, un peu tout le monde, à l'occasion du mariage de ma soeur. Autrement, on s'était arrangé toujours un peu avec des moyens de bord. Alors, la couture, c'est venu comme ça. En regardant la fille du titulaire de l'atelier qui s'était déplacé chez moi. Ce n'était pas un atelier, mais c'était chez moi.
Il faisait qui faisait la boutonnière, qui faisait comme j'ai expliqué à lui, comme ça. Et puis la jeune fille, elle avait 15 ans, à peu près comme moi, on n'avait pas encore 15 ans, on a 15 jours de différence. Elle a fait cette boutonnière. Et puis son papa, il n'était pas content. Il a dit, mais regarde un peu qu'est-ce que tu m'as fait comme boutonnière. J'ai dit, mais pourquoi tu te fais gronder? J'ai dit, pour faire une chose comme ça. J'ai vu qu'elle mettait toujours l'aiguille, tic, 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 tic. Moi, je l'ai regardé. Et j'ai dit, moi, je suis sûr que je serais capable mieux que toi à faire ça. Pourquoi tu ne mets pas l'intention de le faire? Et puis l'autre, il était révolté, il a dit, mais wow, tu vois, il était contrarié. Alors, son papa qui l'écoutait, alors, il m'a donné une patte, il m'a préparé la boutonnière, il m'a marqué la boutonnière. Alors, fais-moi la boutonnière, montre-le si tu es capable de la faire. Moi, je n'avais jamais touché une aiguille, parce que ce n'était pas moi qui mettais les boutons, c'était ma mère, mes soeurs, ce n'est pas l'homme qui fait ça. J'ai fait la boutonnière, et elle était nette, correcte. Alors, celui-là, le papa de la fille, donc c'était le responsable de l'équipe, le patron, si tu veux, il a appelé mon père, il a dit, tu sais, Leandro, c'est ton fils, il faut qu'il apprenne la couture, qu'il arrête la coiffure. Et là, c'était papa qui décidait, c'était pas moi, tu vois. Il a dit, s'il veut l'apprendre, pourquoi pas. J'ai eu mes 18 ans, j'ai dit, écoute papa, j'ai dit à ma famille, je dis, je veux m'en aller moi aussi. Moi, je veux partir, je vais aller en Suisse, je vais aller en Suisse. J'avais parlé avec mes frères et sœurs qui étaient déjà ici. Et il m'a dit, mais attends, tu as le temps, ne sois pas pressé, reste avec... comme ça. J'ai dit, mais pourquoi tu veux me conditionner à rester ici? Moi, je veux partir. Quand il y avait beaucoup de gens qui partaient, je veux partir aussi. Je veux voir qu'est-ce que ça donne ailleurs. Alors lui, il a cherché à me faire comprendre que ce n'était pas nécessaire. Et il m'a fait la théorie de dire, tu vois, là, c'était à toute la famille. Ce bout de terre, il nous a donné à manger à tout le monde. Maintenant, encore reste 3 personnes. On peut devenir, tu vois, il parlait de cette façon-là. J'ai dit non, je pars. Et là, il m'a donné un coup de main à faire les papiers, à acheter des habits et des choses comme ça. Il m'a donné quand même un coup de main pour ne pas me contrarier, vraiment. On partait en groupe. Et moi, j'étais toujours le cadet, d'abord de ma famille, et aussi pour ces gens qui partaient. À 18 ans, il n'y en avait pas beaucoup comme moi qui partaient. Alors, on a été prendre les papiers nécessaires, les contrats, il était arrivé, et puis ça faisait comme l'office de travail. On a été là, et puis il y avait les groupes qu'on devait partir ensemble. Mon père, il m'a accompagné là, et quand maman, il aurait dû me laisser à la gare d'Avellino. Tout d'un coup, je vois qu'il fait le billet, mon père, et il vient avec moi jusqu'à Foggia. Parce qu'à Foggia, il y avait l'autre groupe qui venait depuis Dépouille, et depuis Foggia, on avait le train pour venir. C'était l'organisation du travail de l'époque. Alors j'ai dit, mais pourquoi tu viens à Foggia? Et puis mon père, il ne devait donner compte à personne. Il a dit, pourquoi? Je ne peux pas venir à Foggia. Je veux venir à Foggia, pourquoi? Comme ça, il a discuté comme ça. Là, on parlait de plus et de moins. Ça fait 1h30, 2h moins quart de train pour arriver entre Avellino juste à Foggia. Quand il arrivait à Foggia, il avait fait les militaires, ou bien il a été travaillé par orgueil de jeunesse. C'est une région qui a beaucoup de blé. Alors il y avait beaucoup de jeunesse de ma Provence qui allait, en période, à récolter les blés à l'époque. Il me racontait tout ça comme ça. Quand on arrive, avant d'arriver à Foggia, il se déboutonne, si tu veux. Il me fait, mais tu sais pourquoi je suis venu juste à Foggia? Pour me faire compagnie. Tu m'as dit que pour me faire compagnie. Maintenant, on arrive et puis on verra qu'est-ce que ça donne, là, mon départ. Il ne savait pas comment s'exprimer parce que tu sais que moi, il avait un dicton qui disait toujours, moi je suis comme quelqu'un d'acier. Je me casse, mais je ne me plie pas. C'était de son caractère. Et là, je me souviens de ce mot qu'il m'a dit, il m'a répété ça. Il a dit, moi, tu sais pourquoi je suis venu juste ici? Parce que maintenant qu'on arrive à Foggia, on se passe une belle journée ensemble et on arrive à la maison, on va faire la surprise à maman, on va rentrer à la maison. Tu rentres à la maison avec moi. J'ai dit non. J'ai dit, papa, tu te trompes là. Je suis fils à quelqu'un, moi. Je suis le fils de qui? Tu es d'acier. J'ai dit, moi j'ai aussi quelque chose d'acier. Malgré mes 18 ans. J'ai discuté comme ça. Et là, il a compris qu'il ne pouvait pas. J'ai dit, non, maintenant tu me laisses partir tranquille. Je te promets que je ne ferai pas de conneries, pas de bêtises. Et je vais rejoindre mes frères et sœurs qui sont par-ci par-là. Il y en avait à Lausanne, il y avait à Berne, il y avait
Mon frère, à l'époque, il y en avait un ils étaient à Interlaken. Une de mes frères était à Interlaken à l'époque, et l'autre était à Lausanne. Alors, comme ça, je parle, et comme ça, on s'est réunis, il a encore recommandé, après, pour finir sérieusement, au responsable de l'équipe. Et puis, moi, je rigolais, je me moquais un peu de ce monsieur, les stupidités de jeunesse. Quand le train il est parti, j'ai fait les gestes que je te dis déjà dans la cassette là. Et je ne peux pas oublier ça. Là, il a pris les mouchoirs, il a fait comme ça. Il a pris les mouchoirs, il a fait comme ça. Comme ça quand le train est parti. Mais enfin, je n'ai jamais regretté. J'ai regretté les mal que j'ai pu faire à mon père. Mais quand tu as 18 ans, tu ne comprends pas ça. On ne comprend pas. Tu comprends, toi, ce que je veux dire? On ne peut pas comprendre ça. Et là, il a dit, après, il a raconté, je dis, j'ai jamais perdu de ma vie, disons, dans son entourage, pour lui ou bien, mais là, j'ai perdu. Et c'est une chose que ça me reste, et ça me restera toujours. Mais par contre, je n'ai jamais été malheureux ici, comme je dis, que j'étais immigrante, mais je n'ai jamais lavé une chemise, ou bien j'ai dû obligé de sortir du travail à faire des commissions pour manger. Si je l'ai fait, c'est par devoir, par collaboration de mes soeurs et frères. Mais autrement, j'étais les cadets, les coquins, les chouchous de tout le monde. Alors, le nom de la boutique, c'est Lorenzo. Ça a été suggéré par un ancien collaborateur, un ancien patron à moi, qui s'appelle Di Marino. Allez. Entrez, s'il vous plaît. Alors, je vous présente un peu ce que je fais de ma boutique. Mon fort, c'est le travail. Je suis avant tout couturier. Je ne suis pas un bon vendeur, mais ma force, c'est la spontanéité. Et je travaille avec des habits plutôt classiques. Alors, j'ai un peu de tout dans ma boutique. J'ai une belle collection de blouses, des pantalons, des chapeaux. J'ai une petite vitrine de bijoux, des ceintures, des accessoires féminins. Et en plus, j'ai une annexe de boutique pour monsieur. Je vais vous montrer. J'ai travaillé jusqu'à présent avec une maison qui s'appelle Modema et j'ai fait aussi la demi-mesure. Et entre ma collection pour monsieur, il y a aussi des accessoires. J'ai des blousons en cuir, j'ai des bons tricots, de bonnes maisons. La période, il n'est pas facile, mais petit à petit, j'ai survécu depuis 15 ans presque que je suis sur la place. Et autrement, ma place de travail, c'est ici, dans l'atelier. Ça, c'est mon fort. Et là, c'est mon atelier, mon séjour habituel. En ce moment, j'ai un jeune collaborateur qui s'appelle, tu peux dire? Je m'appelle Jones. Jones. Voilà, ouais. Et il est en train de faire la 3e semaine de stage. C'est pratiquement notre famille qui est restée à l'étranger. Mais les autres, ils sont tous là. Et par exemple, il y a les docteurs, il y a l'ingénieur du village, les syndics, comme ça. Chaque fois que je vais, il n'y a pas une fois, mais qu'est-ce que tu fous en Suisse? Pourquoi tu ne viens pas ici? C'est tous des copains de classe, maintenant 50, 60 ans, 65, comme ça. Et encore maintenant, ils me disent, mais quand tu te retrouves, mais tu travailles encore? Comme ça. Tu vois, et ça fait plaisir. De temps en temps, il y en a qui sont venus ici, et ils sont très contents aussi de nous voir aussi, qu'on a fait notre... Quand même, on n'est pas resté de rien du tout. On est là, et tout ça, ça compte pour moi.
les contacts, parce que par exemple, mes enfants ils parlent le même dialecte. Moi je parle encore dialecte à la maison avec... bon, j'ai la chance d'avoir rencontré ma femme qui est du même village, mais il y a un de mes frères, ses enfants ils ne parlent pas italien. Ils sont en Suisse allemande. Leur maman elle est suisse allemande. Mon frère il n'a pas insisté, il parle un peu italien, mais très peu. Mais les miennes, ils parlent le dialecte. Quand il va chez le grand-papa, il est très fier, lui. Il a les enfants de son fils, de sa fille, qui sont nés ici, qui parlent le dialecte. Ils parlent le dialecte. Et là, je suis très fier moi, de ces choses comme ça. Je suis très content. J'ai gardé mes origines sans mépriser la terre qui m'a donné abri pendant 43 ans. Mais je ne peux pas me mettre au pas de la mentalité qu'ici. Je ne la supporte pas. Mais je la respecte. Je ne supporte pas. Parce que là, on calcule trop. Il n'y a pas cette spontanéité. Et je le dis à tout le monde. Ça peut être toi ou un autre, je le dis. Hein. J'étais acheté cette cuisinière. On a été là depuis 8 heures à 10 heures à acheter ça. Parce qu'il a programmé tout ça. À côté, ils se sont pris le café. Les vendeurs. Hein? C'était quand même des clients potentiels. Tu crois qu'il a eu l'esprit de dire est-ce que vous prenez un café? 2 heures, c'était la pause de café. Lui, il n'a pas fait la pause, par intérêt. Mais les autres collègues qui étaient libres, parce que chacun il a son nom, c'était une grande maison. Il ne nous a pas invités à un café. Et là, ça me contrarie beaucoup. Moi, je suis très contrarié à ça. Moi, je ne peux pas aller dans un bar, ou bien dans les lieux où je vous ai dit que j'aime bien jouer aux cartes, pas jouer à l'argent, j'aime l'amitié, j'aime les chicanements, je ne veux pas perdre. Je ne veux pas perdre. Mais pas pour ne pas payer la consommation. Des fois, je gagne et elle est déjà payée parce qu'il te dit au sommelier, sa tournée c'est pour moi. Et si tu le fais une fois, l'autre copain, l'autre fois, il le fait aussi. Si une autre fois, un autre ne se conduit pas comme ça, il est déjà mis, il est mal regardé parce qu'on n'est pas là pour jouer on perd 10 francs ou 15 francs. Tu vois, c'est comme ça. C'est ça le manque de la Suisse, moi je trouve, que c'est trop calculé, la chose elle est trop calculée. Mais par contre, la précision, le respect, l'anti-bruit, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Mais l'amitié spontanée, ce n'est pas donné. Moi, je vois par exemple les tout petits enfants, ils jouent comme les nôtres. Quand ils ont 2, 3 ans, 4 ans, ils ont la même vitalité. Quand les petits commencent à être 6, 7 ans, ils changent. Ils sont différents. Ils sont différents parce que c'est nous, l'adulte, qu'on impose cette direction. Nous, on les laisse vivre, les enfants. Ici, non. C'est comme ça, c'est 8 heures au lit. Chez nous, tu peux rester jusqu'à 9 heures, 10 heures, minuit, ça ne veut rien. C'est comme ça. Moi, je suis plutôt pour l'éducation des enfants ici qu'en Italie. Mais c'est vrai qu'en Italie, l'enfant, il est roi. Moi, je juge notre quartier de la Bourdonnette comme ça serait mon village. Et je suis très content d'habiter la Bourdonnette. Je ne suis pas supérieur à lui parce qu'il est noir, ou bien que tu n'as pas de cheveux, ou bien que tu es plus grand, ou moi j'ai 1,50 m et tu en as 1,80 m. Tu comprends? Je m'en fous de ces choses-là. Je te respecte si tu le mérites. Je n'ai pas un complexe parce que je suis 1,50 m. Je respecte à lui parce qu'il est des couleurs s'il le mérite. Autrement, je lui donne un coup de pied aussi à lui. C'est tout. Je suis comme ça, moi. Et à la Bourdonnette, j'ai eu beaucoup de belles, de jolies rencontres. Je prenais les sols. Il y avait des garçons, je l'ai fait à plusieurs reprises. Si ce n'est pas moi qui dis bonjour, mais je les connaissais et je l'ai vu grandir. Passer. Salut. Ah, salut, bonjour. Dans un temps, tu sais ce que j'ai fait? Je prends comme ça. Tiens, s'il te plaît, tu acceptes ça? Comme ça, comme ça. C'était un franc. Je dis, c'est pourquoi? C'est pour ton bonjour que tu as dit. Je dis, pourquoi tu ne dis pas bonjour? Comme ça.
Et après, on discute. Il y en a, quand ils sont en couple, qui sont comme ça, il y en a qui veulent se moquer. Je dis, attention, c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Les saluts, à 6h, 6h30, 7h le matin, ça compte. C'est pour ouvrir la journée. Si on l'ouvre comme ça, comme des tonneaux fermés, c'est quoi? On doit s'ouvrir. On se dit bonjour si ça vous fait plaisir. Mais tu sais, tous ces garçons-là, ils me voient de loin et me saluent. Si tout le monde ferait ça, on crée de bonnes ambiances. Mais ça fait une trentaine de kilos parce qu'il y a des patates, il y a des liqueurs, il y a 30 kilos de pâtes. Moi, je ferme la boutique et je donne une journée à la bourdonnette. Je ferme la boutique et je vais à un enterrement. Je ferme la boutique et je vais à un mariage. Vous ne le faites pas. Par votre principe, j'ai la boutique, je ne peux pas venir. Vous êtes d'accord? En principe, c'est comme ça ou pas? Mais moi, je ferme. Moi, je me lève à 4 h du matin pour préparer les beignets. Mais je dis ça pas pour me mettre à l'aise. C'est comme ça, il faut bien quelqu'un qui le fasse. Si on ne le fait pas, ça ne se fait pas. Tu vois? Et comme je l'ai fait pour la bourdonnette, je l'ai fait aussi pour les autres associations. En tout cas, j'ai 3 associations pendant l'année. Et ma femme, mes enfants, ils sont pas toujours d'accord avec moi. Parce que moi, je paye la personne et je donne ma journée pour mon association. Pour la bourdonnette, pour l'association Campana ou pour autre chose. Parce que j'ai pris mon engagement. Voilà, ça, c'est moi. Et je ne change pas de direction. On avait un accident et puis il y avait beaucoup de monde qui se réunissait, ou bien il y avait la messe, il y avait les cinémas italiens à l'époque, et on s'est rencontrés au cinéma, là au cinéma Richemont, au Petit Chêne. Et là on se voyait 2-3 fois par semaine parce qu'ils faisaient les films en italien, des petits films ou bien des films en italien. Et on s'est rencontrés. Et là on s'est rencontrés une fois, 2, on parle, on reparle, et puis ça sortit l'idée de faire l'association Campana. Et entre autres, ils m'ont appelé à moi, j'étais parmi eux, et je suis membre fondateur de notre association. La base, c'est Campana, mais il y a beaucoup de Siciliens, des Milanais ou des choses comme ça. Mais et puis, c'est pour sauvegarder la culture de nos origines, même à l'étranger. Maintenant, on commence à vieillir, quelqu'un il est parti définitif, quelqu'un il est parti au ciel. Et là, ça devient un problème parce que la jeunesse derrière nous, ils ne sont pas intéressés à ce stade, à ce genre d'association. Parce que ça donne beaucoup de travail, hein. Énormément de travail pour tenir les liens. Déjà, pour tenir les lieux, nous avons acheté, mais il faut payer les restants. Il y en a, par exemple, moi je peux parler de mes fils ou bien de mon entourage, il y en a qui y tiennent à être italiens. Mais mes fils sont ici, ils ne sont pas suisses. Ils ne veulent pas être suisses. Sans mépriser, mais parce que moi, je les transmis quand même mon sentiment, les partage, ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et eux, ils ont encore plus de contacts qu'avec des gens d'ici ou bien d'ailleurs, mais ils ont plus dehors que moi. Ils ont eu plus de liberté que moi. Moi, j'ai dû travailler comme mes contemporains ou bien les migrants comme moi. Eux, ils ne sont pas immigrants. Ils sont quand même fils de migrants. Ils gardent un petit peu. En tout cas, je parle pour mes enfants. Ils jouent l'Italie, c'est comme ça. On voit que c'est leur Italie. Ils jouent Naples, c'est Naples, Avellino, c'est Avellino. On ne partage pas avec Milan ou quand ils jouent ensemble. Tu vois, on garde nos racines. On est comme ça. Sotto tutte parole, so dolce suonare, so sempre parole d'amore. Chi è stato il più bravo? Io. E puis l'autre répondait, non, il a fait ça. Tu vois, c'était notre vie. Et moi, j'étais le plus qui j'ai triché, j'ai filé tout le temps. Ma maman, par exemple, il me donnait un œuf, tous les matins, il nous donnait un œuf à boire, à sucer, parce que c'était frais.
Moi, j'allais jouer au ping, comment ça s'appelle, au zinzim ou bien le petit billard. Mais moi, souvent, j'apportais l'œuf pour ne pas payer et le vendais. Et moi, je me séparais pour aller jouer. Quand j'étais petit, je disais souvent des mensonges pour me couvrir de tous les fuites que je faisais. Mais petit. Mais quand j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire mensonge, je n'ai plus dit mensonge. Je dis jamais de mensonge. Sauf, il faut dire des fois des mensonges de diplomatie pour couvrir telle ou telle chose, mais sans faire des dégâts à l'autre. C'est ça que je pense de ma vie. Les valeurs de la vie, c'est être honnête en soi-même et vis-à-vis des autres. Et ma pensée profonde, c'est de ne pas faire aux autres pour ce que tu ne veux pas pour toi. Donc, tu ne veux pas du mal, tu ne veux pas qu'on te fasse des choses tordues, mais il ne faut pas les faire aux autres. Alors, tu ne peux pas être à double face. Si tu ne les fais pas, tu es inconscient avec toi-même. Je sais dire pardon, moi, et je sais aussi pardonner sans aucun droit de passer à n'importe quel juge. Mais je juge moi-même. Cette chanson, elle est faite pour l'immigration, pour un village qui est tout près de Naples. Mais comme c'est pour ce village, ça peut être aussi pour le mien, que c'est San Felice, ou n'importe quel immigrant, il part de son village, et il dit, regarde la mer, comme elle est belle. Il inspire du sentiment. Et ne l'oublie pas, même quand tu es réveillé, il te fait rêver. Alors il dit, regarde les jardins que nous avons à Sorrento. Alors attends, sans l'odeur des orangers. C'est vrai, c'est très connu ça. Il va juste dans les cœurs. Et tout dit, moi je parte, adieu. Je vais très loin de ton cœur. Mais je jure que dans la terre de mon amour, je reviendrai. Et puis l'autre, il dit, son amoureuse, elle dit, non, ne me quitte pas. Reviens. Il ne faut pas me tourmenter. Reviens à Sorrento. Sorrento, c'est Sorrento. Fais-moi de nouveau chanter. Une fois, il dit vivre, et une autre fois, il dit chanter. Quand elle vit, après, il dit chanter. Ah, c'est très beau, ça. C'est magnifique. Torna Sorrento, femme. Là, il dit, fais-moi vivre. C'est beau. Des fois, je suis arrivé à tourner un film et j'ai compris le film seulement à la fin. Non, là j'exagère un peu, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? S'il y a des questions parmi le public. Comment vous avez ressenti
ce besoin de filmer l'immigration. Bien sûr, vous-même, vous avez dit que vous étiez un immigré, que vous avez fait l'expérience d'immigration, mais par quelle tournure d'esprit vous avez été amené à faire ça? Est-ce que vous pourriez peut-être préciser un peu mieux votre réflexion antérieure, personnelle, d'expérience de vie? Voilà. Et moi, je vous avais posé la question sur les origines. Est-ce que vraiment on se sent de dire qu'on a perdu ses origines? J'ai commencé à faire des films plutôt pour un art rebelle, hein, que je n'ai pas été attiré par une inspiration artistique. Je ne voulais pas faire le metteur en scène comme ça, de profession. Moi, je voulais raconter quelque chose que j'avais devant moi tous les jours, des enfants expulsés, des travailleurs qui logeaient dans des baraquements, sans confort, les familles loin, la femme au pays, au sud d'Italie, ou bien en Espagne, et puis le travailleur saisonnier obligé de quitter le pays à ce jour-là. Et si l'année prochaine, tu viens une semaine plus tard, parce que tu étais malade, pour n'importe quelle raison, tu perds tous les droits de passer comme travailleur à l'année. Donc tout ça, moi j'ai cherché de le raconter pour le montrer aussi aux Suisses qui ignoraient, en grande partie, ignoraient cette réalité, que nous, étant émigrés, même si moi je n'étais pas saisonnier, je le dis aussi devant sa caméra. Je n'ai jamais vécu la Suisse comme saisonnier, mais pas comme réfugié, comme je raconte moi dans ce dernier film. J'étais là, comme beaucoup d'Italiens, amené par mon père. Et puis, je suis resté là, et j'ai vu des choses qui ne me plaisaient pas. Et je me demandais tous les jours comment on pourrait raconter ça aux Suisses, parce qu'ils ne le savent pas. Je me rendais compte que les Suisses, ils ne le savaient pas. Ils voyaient ces baraquements-là autour de Bienne, comme autour de toutes les villes suisses. Mais moi, j'ai questionné des gens qui passaient là devant tous les jours, avec mon film « Il revêche de la médaille ». Ils m'ont répondu, mais c'est des baraquements pour les utiles du travail. Ou bien c'est des baraquements qui mettent les chèvres, les moutons, le soir, quand ils reviennent de la montagne. Et puis moi, j'ai montré qu'il y avait des travailleurs, 4, 5, 8, dans chaque chambre, et qu'ils payaient le loyer 120 francs par mois. Par 8, ça fait 1000 francs plus. Et puis ça, c'est des choses que les Suisses, ils ne savaient pas. Pour ce qui concerne la deuxième partie de la demande, ta question, donc, c'est vrai, celui-là qui quitte son pays pour 5, 10, 15 ans, il perd les origines, il ne les retrouvera pas. Et puis, il ne peut pas s'implanter dans un autre pays et puis dire « je suis chez moi ». Il peut l'imaginer, il peut faire des efforts pour se sentir chez lui. Mais celui-là, qui est grandi dans un pays et puis il émigre dans un autre pays, et il reste longtemps dans l'autre pays, même si c'est le pays le plus voisin, comme la Suisse, un pays latin, un pays qui nous approche, on est tout près, on est des Blancs. Mais nous, qu'on quitte le pays, qu'on quitte l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et puis on rentre au pays 20 ans après, 30 ans après, on est des émigrés à vie. Ça, c'est mon sentiment. Et c'est le sentiment qui, je crois, les gens de mon âge, ils le partagent. C'est formidable le travail d'Alvaro Bizzarri. C'est une chose inouïe dans un pays comme la Suisse, parce que vous n'avez plus tellement de gens qui font des films qu'on pourrait qualifier de politiques. Vous avez vu la scène dans le film quand il va interviewer la dame
du service social qui doit donner l'argent au monsieur roumain. Et ce film est de 92, donc Michael Moore avait pas encore, on connaissait pas encore les films de Michael Moore. On peut pas dire il a été influencé par Michael Moore. Mais la façon dont il va s'approcher de cette dame en lui disant je voudrais savoir votre sentiment par rapport à cette situation, il dit je donne pas d'interview, j'avais l'impression d'être dans un film de Michael Moore. Non? Non mais il faut trouver des liens comme ça parce qu'ils sont c'est une vraie attitude de combattante, de combattant, de critique comme ça. C'est-à-dire, il faut aller au bout de la logique. La dame, elle lui donne quoi? 500 balles ou 200 balles. Et puis elle a été c'était fermé, et donc il a vécu avec... Et tu lui demandes simplement, est-ce que vous avez simplement le cœur, madame? Elle dit oui, évidemment, mais bon, je suis qu'une employée, je sais pas, elle pourrait avoir juste un peu de compassion, non? Je ne donne pas d'interview. C'est bien ça. Ça fait une vingtaine d'années qu'avec ma caméra, je me bats contre les injustices, les discriminations, contre le racisme dont souvent sont victimes les étrangers en Suisse. Qu'ils soient des simples immigrés comme moi, des travailleurs saisonniers ou des demandeurs d'asile. Mais jamais je n'étais confronté à une telle fermeture d'esprit comme celle qui ressort de cette lettre. On n'a pas demandé la lune, mais un simple geste de bonne volonté, un peu d'humanité. Monsieur Kittik, il m'a raconté que lors de son premier interrogatoire de police, on lui a clairement dit que même si dans son pays c'était un journaliste ou un écrivain, ici en Suisse, en tant que demandeur d'asile, il est rien, moins que rien. Maintenant que nous avons reçu la réponse négative de pouvoir garder Daniel ces 4 semaines supplémentaires afin qu'il puisse terminer son année scolaire, ma femme et moi et toute l'équipe qui est en train de réaliser ce film, on se sent plus proche de la famille Kittik. On sent en quelque sorte qu'on a la même valeur, qu'on est sur le même plan que M. Kittik, qu'on n'est rien, moins que rien. Combien de gens qui portent une critique sur une réalité se mettent devant l'objectif comme ça et dire c'est moi qui ai voulu que ce film il existe parce que c'est ma conscience qui me dit de faire ça. Et puis je vais vous dire maintenant ce que j'ai à vous dire par rapport à quelque chose qui est absolument injuste et dégueulasse. Puis je retourne la caméra puis je continue mon travail. C'est-à-dire je me cache pas derrière ma caméra. Je m'engage. Et ça aussi c'est rare, non? Quand tu as montré, parce que je sais que le film comme le Stade Journal, le revers de la médaille, mais en tout cas le Stade Journal, il a circulé dans les baraques. Tu l'as remontré aux gens. Comment ils ont réagi? Ils se croyaient devant le miroir. Ils se croyaient devant le miroir. Il voyait son image projetée dans un écran. C'est ça. Mais ceux qui étaient frappés par ce destin-là, comme saisonniers, ils disaient, qu'est-ce que je dois faire? J'ai que ça. Bon, alors toi, tu as ça. Moi, je prends les images et je les montre ailleurs. Parce que les montrer à eux, ça ne veut rien dire. C'est le miroir.